Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au MUSEM, où pour la troisième fois nous vous présentons une œuvre des collections du musée dans le cadre des lundis d'après. Je suis Frédéric Mougenot, je suis conservateur du patrimoine au MUSEM et je me suis longuement intéressé aux collections liées à la magie et à la divination, notamment dans le cadre de préparation d'expositions. Et aujourd'hui, nous allons discuter de cette œuvre avec Olivier Rebuffat. Oui, bonjour. Je suis photographe plasticien. J'ai une démarche artistique orientée sur deux grands axes, on va dire. Le premier, c'est une série d'autoportraits dans un monde de poupées et de jouets, notamment des poupées Barbie. Quelque chose que je développe depuis de nombreuses années, où je me représente un petit peu sous toutes les thématiques. Je suis metteur en scène et acteur en même temps, donc. Et puis, ce qui nous intéresse peut-être aujourd'hui, c'est que je suis né au Sénégal, j'ai grandi à Madagascar, au Cameroun, et je suis rentré en France à l'âge de 15 ans à peu près. Et à un moment de ma vie, donc, j'ai voulu y retourner à la quarantaine, et je suis retourné sur mon lieu de naissance, Dakar, et je me suis posé les questions en tant qu'artiste, qu'est-ce que je pourrais y faire? Donc au début, j'ai fait une première série de photographies d'autoportraits avec des poupées, et puis m'est venue cette idée aussi alors c'est quelque chose que je me restais depuis longtemps, mais c'était l'idée de comment est-ce qu'un artiste contemporain pourrait-il s'inscrire dans l'idée d'une photographie, parce que je suis plutôt dans la photographie, mais d'une œuvre à charge sacrée. L'art et le sacré m'intéressaient, et donc l'idée peut-être d'un binôme avec un guérisseur traditionnel, où je deviendrai l'artiste qui travaille avec le guérisseur et la communauté, et voir à ce moment-là la production de pièces que ça pourrait produire. Donc j'ai pu rencontrer, donc il y a quelques années maintenant, en cherchant un petit peu du côté de Dakar, j'ai rencontré une dame, Dina, guérisseuse traditionnelle. Le premier contact, ce sont des amis qui me l'ont présenté un petit peu par hasard. Le premier contact était très intéressant, c'était très humain, elle était gentille, on s'entendait bien. Donc j'ai dit on va essayer de continuer comme ça. Et je ne savais pas, moi, qu'elle était mandjak, qu'elle était originaire de Guinée-Bissau. Enfin, il a fallu beaucoup de temps pour qu'on puisse se connaître, apprendre à se comprendre. Et il m'a fallu aussi pas mal de patience. En même temps, c'est une personne qui était très généreuse, très bienveillante, donc tout se passait bien. Mais je crois que j'ai eu un moment la patience de l'anthropologue ou de l'ethnologue, parce que j'étais là sur des moments d'attente assez longs. D'habitude, je fais tout seul. Là, on était deux. Et donc, le temps passant, elle m'a adopté. J'étais très honoré de ça. Et ça m'ouvrait des portes, évidemment, dans la communauté. Et on a commencé donc à travailler ensemble. Elle m'a présenté l'esprit avec lequel elle travaillait. Donc chez les Mandjaks de Guinée-Bissau, ça s'appelle des Ngeshai, un Uchai, un esprit. Donc cet esprit, en tant que guérisseuse traditionnelle, donc cet esprit, elle va pouvoir parler avec lui, et lui va pouvoir aider les humains, notamment les Mandjaks, mais pas que, et avec des contreparties évidemment, donc des sacrifices d'animaux la plupart du temps, des moutons, des porcs, des bœufs, et à ce moment-là, il va essayer d'arranger les choses. Donc ces guérisseuses-là, ou ces guérisseurs-là, les Napénés sont là un petit peu dans l'idée d'une régulation du monde, d'essayer de réparer les choses et de réparer les humains aussi qui ont beaucoup de soucis, et tout ce travail consiste justement à aider les gens. Et en même temps, donc, remercier l'esprit avec lequel elle travaille. J'ai pu donc, du coup, travailler de nombreuses années avec elle, et au bout d'un moment est venu le temps des expositions. Donc j'ai créé des œuvres qui traitaient de différentes choses, notamment de mon intérêt pour la photographie du 19e siècle, qui traitait aussi des objets à charge, qui traitait de la représentation de cet esprit aussi. Et j'ai fait mes premières expositions en centre d'art. Et ensuite, ma surprise a été grande, mais c'est ce que je désirais le plus. C'est qu'à un moment, on a ramené donc une pièce d'une représentation. C'est un autoportrait que j'avais fait traité en infographie 3D. On a amené cette représentation de l'esprit au village en Guinée-Bissau pendant des cérémonies. Et la pièce a été non seulement adoptée, moi aussi, adoptée dans la communauté.
J'ai été baptisé Mandjak. Et en même temps, cette œuvre, dans l'idée d'une double culture, justement, ou d'une double lecture, c'est que tout d'un coup, à un moment, cette Dina, donc, que j'appelle maman Dina, me dit mets-la dehors, là. C'était une grande photo de 1m70 par 1m70. Alors je me suis dit, bon, si je la mets dehors, c'est que ça lui plaît pas, peut-être. Bon, mon rêve, c'était de la voir dans la case aux cérémonies, un petit peu comme dans une église où tout le monde la regarderait comme ça. Mais en fait, non, c'est qu'il fallait la déplacer. C'est-à-dire que l'esprit était dans la pièce. Comme un fétiche, en fait, cette photographie était investie, et donc on pouvait la déplacer, et en fait la mettre dehors, c'était pour qu'elle puisse assister au sacrifice d'un bœuf. Donc, mais il me fallait du temps, moi j'avais des décalages comme ça de compréhension, et donc j'ai pu évoluer, avancer comme ça avec cet apprentissage auprès de maman Dina, de mon intégration dans cette communauté, et tout l'intérêt que j'ai pu avoir aussi, puisque pour moi, cette idée aussi de monde animiste ou de culture comme ça, de tradition et de culte, il y a chez moi l'idée de l'universalité des choses. Donc j'ai aussi, en commençant ce travail, dès que j'ai commencé un petit peu ce binôme avec maman Dina, à m'intéresser ici en France, je suis allé voir des voyantes, je suis allé voir des énergéticiens, je suis allé voir des psychopompes, c'est-à-dire des passeurs d'âme. Voilà, j'ai fait une petite investigation, alors pas scientifique, hein, moi je suis artiste donc j'essaie de récupérer des choses à l'intérieur, mais je suis vraiment dans cette idée d'une universalité aussi de ce type de croyance. C'est ce que justement on va essayer de voir ensemble, puisque nous allons faire ces passerelles en fait en discutant entre ces allers-retours entre l'Afrique de l'Ouest et votre expérience et les collections du MUSEM, notamment avec donc cette statue mystérieuse qui viendrait du Nivernais. Donc on va discuter entre Afrique de l'Ouest et le centre de la France. Donc cette statue, on n'en sait pas grand-chose, et c'est justement ce qui fait un peu son intérêt et le sel de cette pièce. Elle est atypique, on n'en connaît pas beaucoup, on n'en connaît pas d'équivalent exact. Alors pour la décrire rapidement, enfin on voit bien donc c'est une statue d'homme au visage moustachu, les yeux sont peints en noir, on voit que les bras, au moins les bras sont rapportés, il y a différentes pièces qui constituent l'œuvre, et en même temps, ce qui marque aussi tout de suite, c'est cette fourche en fait, qui constitue le corps et les deux jambes de la statue. On remarque que le bois est à peine travaillé et laissé relativement brut, même si l'ensemble est couvert d'un vernis. Et en revanche, les mains sont à la fois très grandes, très présentes et très détaillées. Les plis des phalanges, le pli des doigts et le travail sur les ongles aussi est remarquable. On remarque ici, entre les jambes, le reste d'un phallus, donc on sait par ailleurs qu'il y avait un pénis en érection, et le reste des jambes, à peine travaillées, qui se terminent par ce qui ressemble à des sabots animaux. Voilà. On remarque aussi évidemment que la tête est tronquée et que surtout elle est creuse. Et en fait, cette statue ne nous est pas arrivée telle qu'elle. À l'origine, elle avait un chapeau, comme on le voit sur des images d'archives qui ont été prises avant le déménagement des collections à Marseille. Et à l'origine également, comme je le disais, le phallus était présent. Lors du déménagement des collections de l'ancien Musée national des arts et traditions populaires de Paris à Marseille, les différents éléments de la statue ont été éparpillés et nous n'avons pas encore retrouvé le chapeau, ce qui augmente le mystère de la pièce. Et peut-être, donc Olivier, vous pouvez nous donner je sais pas, quelques impressions, vous en tant que plasticien et photographe sur cette statue, qui est assez atypique puisqu'elle ne reprend pas les canons classiques de la statuaire traditionnelle française. On ne s'attend pas à des choses comme ça chez
chez nous, en quelque sorte. En effet, et justement, tout à l'heure, je parlais d'universalité, où vraiment j'étais conscient de ce genre de choses. Et lorsque vous m'avez envoyé un mail avec la photographie de cette statue, et j'ai lu juste le titre, la statue de sorcier, je suis parti tout de suite en exotique, c'est-à-dire que je cherchais dans mes références océaniques ou en Afrique ou quelque chose. Il m'a fallu quelques secondes comme ça pour arriver à me resituer, mais mon a priori était déjà d'aller très loin, hein, alors qu'on était en France. Et cette statue, elle est très intégrante, bien sûr, elle est magnifique, mais moi j'admire tout à fait l'idée déjà qu'il y ait une pièce de bois qui ait pu être le moteur ou le centre ou le point de départ, hein, c'est-à-dire le corps et la jambe gauche, qui puisse être le point de départ, et puis donc dans cette... Enfin, je ne sais pas comment ça a pu se passer aussi dans cette fabrication-là, c'est-à-dire est-ce que c'est le guérisseur ou le sorcier qui a fait lui-même cette pièce, ou est-ce qu'il a demandé à un artisan? Apparemment, c'est un très beau travail de menuiserie de le faire, comment ils ont pu collaborer là-dessus. Mais elle est très élégante. Donc pour moi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une action. C'est-à-dire que cette jambe gauche avance en avant, les bras comme ça. Évidemment, il y a plein de mystères, parce qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser dont on n'a pas la réponse. Mais je peux déjà apprécier toute la qualité du travail qui a été fait sur cette pièce, qui est, oui, en fait, d'une tradition populaire. Alors moi, je n'ai pas de référence par rapport à une imagerie populaire de la Nièvre ou de ces régions-là. Ça, on y viendra. Ce qui est aussi intéressant, et que j'aurais dû sans doute commencer par dire, c'est qu'on sait aussi qu'au moment de l'acquisition, à l'intérieur de la cavité dans la tête, il y avait un amas d'un matériau de gomme qui sentait fort, qui sentait presque comme de l'encens. Et donc clairement, cette statue, sa tête fermée par le chapeau, était une sorte de réceptacle. Et je crois que ça se rapproche de choses que vous connaissez dans les pratiques magiques d'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Alors pour moi, ça me paraît évident sans expertise, mais de penser que c'est une pièce chargée, qui était chargée à l'époque. Après, de savoir comment cette charge fonctionnait, c'est-à-dire... Vous me parlez d'une gomme, d'une résine qui aurait peut-être brûlé, c'est ça, hein, comme de l'encens. Donc je me posais la question, par exemple, par rapport au chapeau, où il y a un petit plot dessus là, qui permettrait de soulever ce chapeau comme un couvercle. Donc est-ce que c'est une charge qui a été préparée et posée dans la tête et ensuite fermée par le chapeau, ou est-ce qu'elle a été alimentée? C'est-à-dire pour moi, une charge, ça s'alimente, il faut la nourrir. Il faut lui donner à manger, il faut lui donner quelque chose. Donc, voilà, je ne sais pas du tout si de temps en temps, par exemple, il y avait à un moment, je peux imaginer hein, qu'à un moment, il puisse y avoir cet encens qui brûlerait, qui dégagerait de la fumée pour parfumer la pièce. Mais ça pose beaucoup de questions. Savoir aussi à quel endroit de la pièce il pouvait être posé. En parallèle avec vos expériences d'objets, enfin, quel est ce rôle de cette charge dans les objets rituels tels que vous les connaissez? Cette charge, moi j'ai plus connu la charge dans les cornes, parce que chez les Mandjaks c'est comme ça que ça se passe, dans des cornes d'animaux. Maman Dina, elle avait une pléthore de cornes, alors plusieurs hôtels aussi, parce qu'elle se déplaçait beaucoup, mais elle avait un hôtel à Dakar, un hôtel en Guinée-Bissau, il y avait même des fois elle se déplaçait en France, et elle avait avec elle une première corne chargée, pas très ostentatoire, c'est-à-dire sans trop de décoration, elle était sobre, discrète, transportable, qui elle avait toute la puissance, c'est-à-dire c'était vraiment elle qui permettait la communication avec l'esprit, c'était la plus forte. Mais après, cette charge pouvait se disséminer sur plein d'autres cornes, et là sur l'image que j'ai portée là, c'est au cours d'une cérémonie en Guinée-Bissau, il y a eu un sacrifice qui a été fait, un sacrifice de bœuf, et donc ce qui va être donné à l'esprit, ça va être le sang du bœuf qui est sacrifié. Ensuite, l'animal va être partagé par les participants.
mais c'est ça qui va lui être donné, et donc ça permet à chaque fois d'avoir ce passage. Après, pour ce qui est des cordes, justement, quand une corde chargée, donc elle est remplie à l'intérieur de choses mystérieuses aussi, mais une fois qu'elle est chargée, elle est chargée. Voilà. Mais il faut l'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut la nourrir, il faut lui faire des dons, du sang, des libations d'alcool, de la nourriture aussi. Il y a dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme ça, on peut retrouver dans des villages des fétiches qui ont reçu tellement de matières sacrificielles, c'est-à-dire du lait, des plumes, enfin on donne, que tout d'un coup le fétiche disparaît. Alors esthétiquement, en tant qu'artiste, ça me plaît beaucoup parce qu'il disparaît sous cette masse de dons d'aliments et de liquides. Dans le mystère de cet objet et de son utilisation, au moment où il est présenté au musée des arts et traditions populaires pour une possible acquisition, le conservateur à qui c'est présenté va mener une enquête pour essayer d'en savoir plus, pour savoir quel peut être l'usage de cette statue. Et donc, il remonte la piste des différents propriétaires successifs. Donc l'acquisition, je ne sais plus si je l'ai dit, est faite en 1984. Et il remonte comme ça la piste des différents propriétaires successifs jusqu'à l'immédiate après-guerre, les années 50. Et il remonte jusqu'à un antiquaire du Loiret qui raconte avoir récupéré cette statue chez un curé de campagne qui avait chez lui donc cette statue, et le curé lui-même l'aurait tenue, d'après les dires de l'antiquaire. Il aurait tenu cette statue d'une famille qui aurait déposé la statue chez le curé après la mort d'un des membres de la famille, sans doute le premier propriétaire, qui était donc guérisseur dans le Nivernais, donc en Bourgogne, dans la région de Nevers. Et donc, on ne sait pas exactement comment, on n'a que ce que raconte le conservateur, donc qui a fait son rapport dans les archives du musée, que nous conservons donc dans le dossier d'œuvre de la statue, qui rassemble toute la documentation qu'on a. Et la façon dont c'est formulé, il nous dit que la statue a été donc remise au curé après la mort du propriétaire. Et donc, on ne sait pas si les circonstances de la mort de ce guérisseur ont précipité le don de la statue, mais c'est quelque chose d'assez logique et fréquent. Le curé étant, avec l'instituteur dans la France du début du XXe siècle, souvent une personne de référence, un sachant qui s'y connaît un peu en images, en art et en sciences. Et dans les collections du musée, notamment, on a des exemples d'objets maléfiques ou réputés maléfiques qui ont été envoyés au musée par des gens qui voulaient s'en débarrasser parce que ces objets avaient fait trop de mal. Par exemple, un miroir réputé maléfique que la donatrice a envoyé au musée en disant « Une amie me l'a confié, elle ne veut plus rien avoir à faire avec cet objet. Et donc, si ça vous intéresse, si ça intéresse vos recherches, voilà cet objet. » Et donc, il y a des objets comme ça dont on veut se débarrasser, et parce qu'ils sont un peu inquiétants, parce qu'on ne sait pas trop comment ils fonctionnent. Vous avez dû voir des choses comme ça Oui, alors c'est vraiment l'idée de j'y crois pas. Moi, personnellement, je suis plutôt du côté des neurosciences. Enfin, je pense qu'on peut rationaliser beaucoup de choses et que... Mais en tant qu'artiste, les histoires sont tellement merveilleuses aussi que ça m'intéresse et ça me motive et ça me fait grandir mon imaginaire. Mais dans l'idée comme ça d'avoir des objets inquiétants, c'est vrai que j'ai eu le plaisir de rencontrer, mais il y a longtemps, c'était à mes débuts à Dakar, là, quand je commençais à travailler avec Maman Dina. J'ai rencontré Alain Epelboin, qui est médecin anthropologue, qui travaille au CNRS et au Musée de l'Homme, et qui faisait des collectes de gris-gris sur la décharge de Dakar.
Alors on parlait d'objets à charge tout à l'heure, où je disais la charge peut être pérenne si elle est alimentée. Le gris-gris c'est différent. Le gris-gris il a une fonction, il doit résoudre un problème spécifique auprès de la personne. Alors il y en a de diverses sortes pour parler du Sénégal, mais il y a les gris-gris des marabouts, les gris-gris des guérisseurs traditionnels selon les populations d'où ils viennent, les régions. Mais le gris-gris, oui, est un petit talisman. Et donc quand le gris-gris a fait son office, en fait, c'est comme une pile, ça s'use et il est déchargé, normalement, et on ne s'en sert plus. Donc les gens, la plupart du temps, le jettent à la poubelle. Et le chercheur anthropologue, médecin anthropologue, collecte tout ça sur la grande décharge. Et un soir, il passe à la maison et je le raccompagne. J'étais avec un ami photographe, Pascal Grimaud, qui était venu prendre un pot avec nous aussi. Et il y avait le gardien de la maison, Diallo, de Guinée-Conakry. Et il avait son pick-up, il revenait d'une collecte, et tout d'un coup, il débâche le pick-up comme ça. Il y a Diallo qui a fait un bond en arrière. Déjà, vraiment, il était très inquiet. Et Alain m'a donné une poignée. Il m'a dit, tiens, si t'en veux, il prend dans le pick-up, comme ça, il prend une poignée. Il me donne une poignée de gris-gris. Qui n'avait plus d'office en fait, mais je me suis retrouvé avec ça. Je sais que je suis rentré après, j'ai pas voulu rentrer à la maison avec. Je l'ai posé dehors et puis j'ai dit bon, le soleil fera, parce qu'on m'avait expliqué aussi que le soleil pouvait désactiver les mauvaises choses, tout ça. Mais donc il y a quand même ce côté inquiet. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire des collections magiques du musée aussi, où la présence de ces objets réputés maléfiques aussi a inquiété une partie de l'équipe du musée des arts et traditions populaires notamment. Et c'est toujours quelque chose d'un peu qui nous rend mal à l'aise, ces objets réputés magiques, chargés. Surtout quand on n'a pas les codes et quand on ne comprend pas bien comment ils marchent, comme cette statue, encore une fois. Et c'est pour ça, entre autres aussi, pour qu'au moment de l'acquisition, en 84, le musée a fait faire une étude de la statue par le laboratoire de recherche des musées de France, qui est donc un laboratoire qui étudie notamment les matériaux des constitutifs des collections des musées publics. Et donc ce laboratoire a rendu un rapport en 84 qui se trouve également dans les archives du musée. Et donc on a un rapport détaillé à la pointe de la technique de l'époque, qui donne l'interprétation, le point de vue des scientifiques sur cette statue, dans l'espoir, l'espoir du musée était de pouvoir percer un peu quelques-uns des mystères de cet objet, et donc notamment en faisant faire une radio de la statue. Ce qui a effectivement fait ressortir quelques points invisibles à l'œil nu. Alors déjà, ils ont analysé l'essence du bois, qui est du bouleau, donc un arbre très commun et qui confirmerait, en tout cas qui n'infirme pas la provenance nivernaise de la statue. Elle a aussi, alors la radio a aussi fait ressortir des anomalies de croissance de la branche principale du corps de la statue. On voit à la radio des points plus denses qui sont en fait des bourgeons qui ne sont pas devenus des fleurs mais qui ont produit du bois, des nœuds du bois, dont certains d'ailleurs ressortent dans la statue. Donc ils ont remarqué ça, et surtout aussi la radio a permis de comprendre comment tout est assemblé, et finalement que cette statue est composée de 11 pièces de bois autonomes qui sont assemblées par des chevilles notamment, et ce qui témoigne d'un travail d'artisan professionnel, probablement. En fait, il aurait été difficile d'improviser un travail aussi soigné et aussi technique pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude du travail du bois. Et aussi, la radio et l'analyse de la statue a montré que ces boutons qui sont en os sont en fait insérés dans des cavités plus longues et moins larges que les tubes des boutons. Ce qui veut dire
que les boutons ne sont pas d'origine, ce qui pose encore d'autres questions, notamment pour ceux qui sont là à gauche, sur la cuisse gauche de la statue. Qu'est-ce qu'il y avait à la place si ce n'était pas ces boutons d'origine? Un mystère de plus. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette radiographie que vous nous montrez, moi la première chose, quand vous me l'avez envoyé aussi, ce que j'ai essayé de regarder, c'est une pareidolie, c'est-à-dire que l'explication disait que donc l'arbre avait continué un petit peu à croître. Donc déjà, c'était certainement pas une souche, ça a été coupé spécialement dans un arbre, il me semble. Et dans l'idée justement de ces images où on peut voir l'intérieur, et je me suis dit peut-être que je vais y voir, peut-être que je vais y déceler une image qui fasse sens, c'est pas un visage, quelque chose qui donnerait un signe, un mystère. Alors ça me vient du fait que j'avais rencontré dans ces investigations, si j'étais allé voir à Clermont-Ferrand un psychopompe, donc un passeur d'âme, quelqu'un qui travaillait avec un pendule, et il regardait les photographies aussi. Alors la photographie, ça appelle aussi à beaucoup de choses par rapport à la voyance, il faut toujours amener une photo, on peut lire, enfin il y a beaucoup de choses autour de la photographie avec le magique. Et lui, il avait cette particularité donc de voir dans toutes les images, de voir tout d'un coup dans un nuage. Alors nous, on connaît l'histoire des nuages avec un visage, mais lui, il en voyait partout. Vous lui montriez une photo, vous pouvez lui montrer une photo d'une personne, ça va être le pli d'un vêtement. Enfin, il voit des choses, des signes partout dans toutes les photographies. Alors moi, je me suis attaché à ça, mais j'ai rien vu. J'ai rien vu. C'est dommage. Mais voilà, ça fait partie des, comment dire, des choses que j'ai pu aborder, découvrir. D'aller voir comme ça des signes dans les images. Alors maintenant, oui, je jette un œil, d'autant plus que c'est un objet magique. Oui, mais alors on va revenir sur ce rapport à l'image et cette importance de l'image, notamment scientifique, vis-à-vis des objets magiques. Mais d'abord, je voudrais rajouter aussi que l'analyse du laboratoire, le laboratoire a analysé l'amas de gomme résine qui se trouvait donc à l'intérieur de la cavité dans la tête de la statue. Et donc ça s'approche vraiment de la résine, de l'encens, ce qui est sans doute lourd, important en termes de signification pour l'utilisation de la statue. Et surtout, elle a détecté la présence dans cet amas de gomme d'un clou, d'un petit clou, une semence de tapissier. Et ça aussi, ce n'est pas complètement anodin, c'est forcément que quelqu'un l'y a mis et que ça doit forcément avoir un sens. Et on va voir qu'effectivement, ça rapproche du coup la statue de pratiques un peu connues. On commence à toucher terre un petit peu et à écarter le brouillard qui entoure la statue. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal et qui nous a plu, qui a fait qu'on a choisi de parler de cette statue. C'est cette histoire de la radio et cette analyse scientifique de la statue. Il y a quelque chose de paradoxal à vouloir analyser par la science, par l'imagerie scientifique, un objet a priori magique, qu'on nous présente comme magique et qui est censé faire un lien entre un monde invisible et un monde sensible. Et ça, en tant qu'artiste, je crois que ça vous a plu et ça vous a intrigué. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors quand je vois la radiographie que vous présentez, là, je pense au linceul de Turin, tout d'un coup, et à Secondoppia, un photographe, donc en 1898, qui va avoir l'autorisation de photographier le linceul du Christ. Alors il faut savoir que ce linceul, c'est un tissu blanc avec vraiment des traces infimes, un peu jaunâtres, et que tout d'un coup, il va se retrouver au laboratoire et son film orthochromatique, en fait, va tout redresser et il voit directement un visage sur un fond noir. Bon, il a failli tomber dans les pommes, mais ça, c'est toute l'histoire, justement, d'un rapport de la photographie avec la magie ou le surréel, qui m'a beaucoup intéressé dès mes débuts dans la photographie. Peut-être plus que de lire La Chambre claire de Roland Barthes, je préférais ce type d'histoire, comme le docteur Baraduc. Le docteur Baraduc, dans les années... Tout se passe à la fin du 19e. Il travaille avec Charcot, il est psychologue, il photographie à un moment un enfant
sur lequel il a posé sur ses genoux un faisan qui venait d'être tué, un oiseau qui venait d'être tué à la chasse. Et il fait une mauvaise photo comme ça en contre-jour, il y a des traces. Et lui tout de suite il va avoir une pathologie psychologique due à la tristesse de l'enfant. Et il va faire une thèse comme ça, il va travailler pendant des années en photographiant des curés endormis pour essayer de voir leurs rêves. Enfin, la photographie c'est quand même quelque chose qui nous amène très très loin. Il y avait Louis Darget aussi qui faisait des photographies de la pensée. Donc il demandait à quelqu'un de penser à quelque chose et qu'il lui mettait une plaque photographique comme ça sur le front, et tout après, il fallait se raccorder à l'image du développement qui pouvait en sortir. Mais il y a énormément de gens qui ont fait des recherches comme ça, qui ont pensé que la photographie, à un moment, était une technique, mais pouvait peut-être dépasser certains éléments, comme la radiographie. Et il y a plein d'histoires assez fantastiques. Il y a l'histoire aussi du centre médico-légal de la police de Paris, toujours dans les années 1890, qui va faire une étude sur la rétine du sujet assassiné. Donc l'office consiste à prendre la personne assassinée, de lui enlever le globe oculaire, de le mettre à la place de l'objectif, et on se dit on va voir la dernière image. Bon. Moi, ce sont des histoires qui m'ont toujours intéressé. Et la radiographie aussi m'a beaucoup intéressé. Alors elle a d'abord intéressé les artistes, notamment les surréalistes, et à un moment aussi j'ai fait des recherches autour de ça. J'ai amené une radiographie de poupée Barbie, donc là c'est une triple impression sur une espèce d'idée de mouvement comme ça, de danse. Tiens, ça pourrait être une danse chamanique d'une poupée Barbie dans l'idée d'une chronophotographie. Alors ça c'est autre chose, c'est par rapport à la représentation aussi. Ça c'est une radiographie que j'ai faite il y a un peu moins longtemps. C'est justement dans l'idée du mystère, ce que vous disiez tout à l'heure, et les radiographies qui ont été faites sur cette statue. Moi, travaillant dans des cornes et connaissant les charges et l'idée du mystère de ce qui pouvait charger les cornes, j'ai voulu mettre en scène, en fait, par le biais de je réutilise les codes du musée, de l'anthropologie, de l'archéologie, pour mettre en scène, en fait, dans une corne, les éléments que j'aurais aimé y voir, voilà, et qui, pour moi, portent en une grosse portée symbolique. C'est un autoportrait, encore une fois. Moi, je suis dans l'autoportrait et l'autobiographie, donc il y a un petit squelette avec justement son phallus. Il n'est pas perdu, là. Il est là. Un appareil photo, voilà, des coris qui représentent aussi la richesse, la fécondité, la féminité, un tirage photographique. Je mets en scène, en fait, ce que le MUSEM peut-être a essayé de chercher en radiographiant la charge de cette statue de sorcier. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça, on l'a découvert en parlant ensemble de cette statue et de l'histoire de cette analyse, ce point commun entre, alors on ne s'était pas concerté, entre cette corne radiographique qui révèle la charge que vous avez mise dedans et cette pratique effectivement du musée d'aller radiographier un objet chargé pour voir ce qu'il a à l'intérieur et essayer de lui faire dévoiler ses secrets. Mais bon, l'analyse des matériaux et l'imagerie scientifique ne sont pas les seules méthodes pour essayer de comprendre un objet dans un musée, heureusement, et notamment dans un musée comme le MUSEM, où on fait aussi appel évidemment au savoir et aux connaissances des ethnologues et des anthropologues, et on procède à ce moment-là par comparaison. Quand on a un objet qui défie tous les codes connus, et on essaie quand même de le rattacher à des choses plus connues et qui du coup donnent un faisceau d'indices vers son sens, vers le sens de son utilisation. Et donc au moment de l'acquisition, en 84, encore une fois, le musée des arts et traditions populaires, dont le MUSEM a hérité les collections, le musée des arts et traditions populaires était associé au Centre d'ethnographie française, donc une branche du CNRS, où travaillait une chercheuse qui s'appelle Marie-Christine Pouchel, qui s'intéressait depuis les années 70 aux pratiques magiques, aux pratiques sorcières et aux pratiques de divination en France, donc dans la France contemporaine, pour actualiser nos connaissances sur ce domaine-là, et pour arrêter de penser que c'était seulement les sorcières du Moyen-Âge ou les pratiques magiques chez les autres exotiques, mais que ça existait encore en France au XXe siècle.
Marie-Christine Pouchel donc, a été en contact avec des médiums, des voyants, des guérisseurs et des envoûteurs et des envoûteurs. Et parmi ces contacts, parmi ses amis même, il y avait un voyant du nom de Jacques Emery, qui était un spécialiste des voyages vers l'au-delà, enfin, entre l'au-delà et notre monde concret, matériel. Un voyant, magnétiseur et en même temps spécialiste du désenvoûtement. Et lui-même pratiquait la sculpture, ce qui nous rapproche d'un coup de notre statut. Et donc Marie-Christine Pouchel, à l'époque, a donné son regard d'ethnologue sur cet objet avec ses propres connaissances. Et notamment, elle fait ce parallèle avec les œuvres de Jacques Emery. Et ce qui est marquant, c'est qu'elle témoigne que ce voyant, donc sculptait, il peignait aussi, mais il sculptait notamment, et il prenait bien soin de dire que c'était le bois qui dictait son geste de sculpteur, qu'il se contentait de révéler par son travail les puissances propres à la nature, propres au bois, qui étaient en sommeil dans le bois. Et là, avec cette branche un peu atypique qui a dicté la forme de la statue, on est peut-être dans une pratique de ce genre-là, dans le Nivernais, au début du XXe siècle probablement. Et voilà, et on a dans les collections du MUSEM une sculpture réalisée par Jacques Emery, où il nous dit bien que c'est le lutin qui réside dans ce qu'il appelle le lutin qui réside dans le bois, qui dicte les gestes en fait du sculpteur. Et ce Jacques Emery, nous dit la chercheuse, pratiquait lui-même la sculpture, réaliser des sculptures dans lesquelles il y avait une cavité, où il mettait une matière consacrée qui devait le protéger des forces malveillantes qui pouvaient l'attaquer. Donc là, encore une fois, on est dans une pratique, une croyance qui est sans doute, qui est assez proche visiblement de ce qu'on a là. Donc c'est déjà un bon indice. J'ai eu l'occasion de faire une exposition il y a une dizaine d'années en Crète où les organisateurs avaient eu la gentillesse de m'amener dans les montagnes comme ça, de rencontrer des gens, et notamment des artistes sculpteurs anciens, des vieux, et d'une tradition populaire. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque fois que je visitais un atelier, l'artiste disait « mais j'ai vu, alors c'était beaucoup de bois d'olivier, mais j'ai vu dans le bois la forme, j'ai vu, alors ce sont des gens qui ont... comment dire, une grosse pratique aussi de choses autour du mauvais œil, enfin bon, il y a beaucoup d'histoires en Crète, et ils voyaient déjà des esprits, des choses, mais c'était à la vision dans l'arbre, quoi. C'était ça qui leur donnait tout de suite la matière après à recueillir ce bois et à le sculpter encore, voir la forme à l'intérieur. Ouais. Alors, dans la liste aussi des indices qui convergent vers, on voit qu'on s'approche vers une sculpture magique qui a pu servir dans des rituels peut-être de protection, comme ce que faisait Jacques Emery. Il y a cette importance des mains dans la statue dont on parlait tout à l'heure, qui sont très soignées, qui ont des proportions démesurées par rapport à une statue qui suit les canons classiques de la sculpture occidentale, dirons-nous. Et cette importance des mains doit sans doute orienter notre interprétation vers l'identité soit du personnage représenté, soit de celui qui l'utilisait. Et on retrouve dans tout ce qui touche à la guérison, notamment au magnétiseur, l'importance des mains chez les guérisseurs et chez les envoûteurs ou les guérisseurs en règle générale. Donc c'est sans doute un indice, de même que ces pieds, qui sont particuliers, alors que les mains sont très soignées, les pieds sont beaucoup plus suggérés, ont une forme assez... qui ne recherche pas la similitude avec un pied humain ou avec une chaussure humaine. Le pied droit de la statue, qui s'apparente vraiment pour le coup à un sabot, est rapporté lui-même pour compléter la branche. Et c'est vrai que cet être un peu hybride, avec une tête et des bras et des mains humaines, une silhouette humaine, mais en même temps une texture de bois et des pieds animaux, évoque alors ça peut évoquer le diable,
Effectivement, quand on pense à un hybride à pattes et avec des sabots d'animaux en Occident, on pense très rapidement au diable, mais en fait, il n'y a pas que ça. Étant donné aussi la nature, le fait que c'est une sculpture en branche d'arbre, une sculpture visiblement très liée à la nature, on peut penser aux satyres et à Pan et à d'autres créatures hybrides qui ont aussi ces pattes animales et qui brouillent la frontière entre l'humain, l'animal, la nature. Et voilà, et on est peut-être là quelque part dans cet entre-deux. C'est très beau parce que là, le sabot a été vu quand même dans la pièce de bois. C'est-à-dire que la jambe gauche vient de la pièce de bois, donc le sabot est inclus dans l'arbre, en fait, enfin dans le morceau qui a été choisi. Le deuxième a été rapporté. Ça, c'est très intéressant. Oui. Ensuite, ce personnage un petit peu zoomorphe avec son c'est pareil, l'artisan. Alors je vais supposer que c'est un artisan qui l'a fait, c'est vraiment un professionnel qui a fait ça. Ça aurait pu être aussi, parce qu'il y a pas mal dans les campagnes aussi, il y avait pas mal de gens qui soignaient, des rebouteux et autres, qui avaient aussi un métier à côté, qui étaient paysans ou qui faisaient autre chose. Mais là, tout ce travail de texture du bois qui nous fait penser à une fourrure animale, mais en même temps avec ses boutons blancs, qui nous ramène vers une élégance d'un costume. Et ses mains, alors ça c'est vraiment c'est très intéressant. Ce qu'on a tendance à oublier là, parce qu'il est brisé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y avait ce phallus, qui était un autre membre saillant de la statue, et qui n'est pas du tout anodin. Quand on a un corps très très stylisé, mais qu'on prend soin quand même de venir rajouter, parce qu'il est fiché dans la branche, un sexe masculin, ça évoque aussi de la vigueur, des forces. Le phallus faisait partie aussi du morceau choisi de l'arbre. Non, il est ajouté. Il a été rajouté, d'accord. Voilà, l'analyse, la radio montre ça aussi. Ouais. C'est qu'il y a un trou qui a été fait et on y a fiché une pièce. Alors on aimerait savoir à quoi elle ressemblait, si elle était aussi travaillée que les mains ou si elle était traitée plus comme le sabot, par exemple. Mais c'est vrai que ça évoque des croyances le pouvoir de protection du phallus, du membre viril, qu'on trouve dans des amulettes, alors pour le coup répandues dans le monde entier, enfin dans beaucoup d'endroits dans le monde, en tout cas, ça se trouve en Europe, en Italie, ça se trouve en France, dans les sociétés traditionnelles. On a quelques amulettes qui en témoignent dans les collections du musée. Vous en avez vu en Afrique de l'Ouest, et par exemple sur une de vos photos où vous vous mettez en scène comme Pan. Oui, j'avais fait une série donc sur la mythologie, justement, que j'avais intitulée La saison des hommes-dieux. Et il y avait, à un moment, j'ai traité Pan. Et donc, mais c'est vrai que là, dans cette photographie, le phallus, c'est quelque chose que j'avais ramené de mon adolescence à Douala, au Cameroun. C'était des petits phallus en bois. Alors ça me fait penser à ces talismans qu'on trouve en Italie, des petites cornes qu'on a en pendentif, ça se vend aux touristes, tout le monde. Là, à Douala, c'était le principe de protection, c'était la représentation phallique, c'était une puissance, c'était de la fertilité, ça apportait beaucoup de choses. Et ça se vendait sur les marchés, c'est pareil, on pouvait l'avoir, alors il y avait un petit trou, on pouvait l'avoir sous forme de pendentif ou de porte-clés. Ça amusait beaucoup les touristes et les ados qu'on était à notre âge. Mais j'avais gardé cet objet comme ça, et puis il m'a servi dans la mise en scène et le montage de cette représentation de Pan et d'une nymphe. Et on le retrouvait d'ailleurs tout à l'heure dans la radio de la corne. Il était aussi dans la radiographie, en effet, de la corne, mise en scène. Mais donc ce phallus, c'est aussi sans doute un indice vers l'idée que ce personnage pourrait être une force de la nature et une force protectrice, et peut-être même une force de la virilité et de la fécondité, puisque l'un des éléments qui est aussi très important dans la statue, qui était dans la masse de gomme qui était dans la tête, c'était ce clou dont on parlait tout à l'heure. Le clou est un objet éminemment magique dans les pratiques européennes, occidentales, également en Afrique. Et les collections du MUSEM viennent en témoigner. Le clou sert notamment à faire des vœux, à fixer des vœux et un peu à forcer la main des puissances avec lesquelles on fait un pacte. Alors on a des exemples où on vient ficher une épingle dans une statue en faisant un vœu, et comme ça on garantit l'accomplissement du vœu.
Mais les clous sont aussi des objets, des amulettes. On a quelques exemples, notamment en Bretagne ou en région parisienne, de clous qui étaient portés, soit que l'on offrait à des saints, soit que l'on portait sur soi pour se protéger du mauvais œil, des sorcières, des sorciers. Et donc cette pointe métallique est quelque chose de très puissant dans la pensée magique, puisque le métal est un élément du sol qui passe par le feu pour être modelé, donc tous des éléments très mystérieux eux aussi, et qui sont pointus, et souvent on combat le mal par le mal dans les pratiques magiques, là pour le coup un peu partout dans le monde. Et donc porter sur soi un clou, une pointe, doit permettre de se protéger également. Mais ce dont, évidemment aussi, quand on pense au clou dans la magie, on pense à des pratiques d'attaque où le clou vient attaquer une image de la personne que l'on veut blesser. Et on a quelques exemples, encore une fois, français, dans les collections français et tout à fait modernes, dans les collections du MUSEM, de statuettes d'envoûtement dans lesquelles des clous sont plantés à des endroits stratégiques pour faire mal. Donc peut-être que ce clou avait soit un rôle de protection, soit un rôle pour faire un vœu, ancrer le vœu, soit un rôle de protection, soit peut-être un rôle de malédiction et d'attaque. Et peut-être qu'il y a même, encore une fois en lien avec ce phallus et avec cette forme de personnage de la nature, un lien avec la virilité. On a dans ces collections dont je parlais tout à l'heure d'objets d'envoûtement un cas d'objets qu'on voit à l'écran, d'objets trouvés dans l'oreiller d'un jeune marié qui est soudain devenu impuissant. Et parmi ces objets, il y a un clou tordu qui est une image assez parlante donc de l'impossibilité, l'incapacité qu'a le marié. Et peut-être que justement le clou qui lui n'était pas tordu dans la tête de cette statue avait un lien avec ces affaires-là. Donc le mystère reste pas entier complètement, mais encore bien épais sur la façon dont cette statue était utilisée, sur son auteur et sur l'identité de cet être qui est représenté. Mais on voit qu'il y a un faisceau d'indices qui convergent quand même vers des pratiques de guérison et de protection, peut-être d'attaque éventuellement, puisque bien souvent les travaux des ethnologues montrent que ce sont les mêmes ficelles un peu qu'on utilise pour attaquer et pour protéger en termes de magie. Et donc, c'est vrai que là, avec ces allers-retours qu'on a fait entre l'Afrique de l'Ouest, ce que vous connaissez, et cette statue nivernaise du début du XXe siècle, ça pouvait paraître comme un grand écart au début, mais en fait, c'est vrai que ça rejoint ce qu'on se disait de l'universalité de certaines pratiques et du coup de la pensée humaine qui, face à certains dangers ou certaines situations, a recours à peu près aux mêmes pratiques, aux mêmes symboles. Je trouve ça assez étourdissant en fait de voir et assez beau. Oui, de voir au niveau de l'humanité comment les humains ont pu se débrouiller avec tout pour essayer de réguler, de pouvoir contrôler peut-être si possible tous ces mystères. Et c'est vrai que ça se retrouve un petit peu partout. Alors cette statue, elle me fascine aussi, c'est son mouvement et son positionnement des bras et des mains, parce que je me dis, mais je pense à la statuaire antique des fois je pense au Doryphore, au porteur de lance du 5e siècle chez les Grecs avant Jésus-Christ. Et la lance, c'est une statue en marbre et la lance n'existe plus. Mais il y a la position de la main et puis après justement les experts se sont rendus compte qu'il y avait une lance qui était posée sur la statue. Et je me questionne tout le temps de savoir s'il y a pu y avoir aussi des objets, d'autres objets encore qui auraient pu être dans ces mains-là. Qu'est-ce que représente exactement ce geste? Mais ça va, je pense que ça va rester de l'ordre du mystère. Voilà, effectivement. Donc le mystère reste encore sur cette statue, sur son usage, l'identité de son auteur, et en même temps, c'est peut-être mieux que ça nous permette de continuer de rêver,
de faire marcher notre imagination. Et après tout, c'est aussi à ça que servent les collections des musées et l'art. Et donc j'espère que nous y serons un peu parvenus aujourd'hui. Merci Olivier. Merci à vous.